Bienvenue sur Thémavision. Totalement. En effet, donc mes grands-parents étaient hongrois, affichistes, peintres affichistes. Et donc, en tant qu'artiste, de par le régime soviétique qui était en cours à l'époque en Hongrie, ils n'étaient plus capables d'être libres, de s'exprimer comme ils l'entendaient et de pouvoir vivre comme ils l'entendaient. Donc, ils ont fait le choix de quitter leur pays, de s'installer à Bruxelles. Et forcément, c'est un héritage qui m'a fort marqué de par mon histoire personnelle, mais qui a aussi fort marqué mon envie de défendre la liberté et de pouvoir finalement trouver un endroit où on peut s'exprimer, où on peut vivre comme on l'entend, de pouvoir exprimer aussi ses opinions. Et c'est en cela aussi que j'ai beaucoup défendu les droits des réfugiés, des migrants, parce que ce que je ne supporte pas en fait dans la politique migratoire qui est en cours en Belgique depuis des décennies maintenant, c'est un peu une logique de suspicion à l'égard des migrants, comme s'ils étaient automatiquement là pour nous prendre des choses, alors qu'ils sont avant tout, je pense, là pour nous donner des choses, pour nous apporter des choses, que ce soit au niveau des valeurs, que ce soit au niveau de leur travail, tout simplement. Donc moi, j'aimerais un peu qu'on puisse sortir de ces préjugés et tout le travail que mes grands-parents ont réalisé, notamment pour promouvoir la Belgique, ses valeurs, ses produits, puisqu'ils faisaient essentiellement des affiches de publicité, prouve qu'il y a lieu de voir cette migration sous un angle beaucoup plus positif que ça n'est le cas aujourd'hui. Alors, c'est vrai que la formation en droit, c'est une formation qui est très rigoureuse, qui est très difficile, mais qui apporte une vraie ouverture d'esprit, un vrai esprit critique par rapport aux lois actuelles et par rapport aussi aux améliorations à y apporter. Et en l'occurrence, moi, j'ai quand même appris des principes qui sont fondamentaux et qui guident aujourd'hui tous les jours mon action politique, à savoir la hiérarchie des normes, à savoir que c'est d'abord les normes fédérales européennes qui priment sur les normes prises par une commune ou par une région. Donc il y a quand même une hiérarchie à respecter, la séparation des pouvoirs aussi. Donc c'est pas le politique qui va décider, en tout cas qui va dire au juge de quelle manière il va prendre des décisions de justice. C'est vraiment un principe qui est fondamental dans une démocratie. Et ça, en droit, on nous explique à quel point c'est important. Donc ça m'a vraiment fort marqué, ça m'a beaucoup apporté. Et puis aussi une certaine rigueur. Parfois, je suis peut-être trop soucieuse quant aux termes utilisés et j'ai par conséquent parfois du mal à faire des raccourcis, à présenter les choses de manière pédagogique, voire simpliste. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Là où aujourd'hui, on nous explique qu'on doit pouvoir porter des messages très courts. Là, en droit, on nous a appris à développer des choses de manière beaucoup plus longue, beaucoup plus étoffée. Donc, je continue à apprendre aujourd'hui, finalement. Alors, j'ai travaillé sur beaucoup de dossiers, puisqu'on n'était que 2 députés fédéraux, donc j'ai pu couvrir toute une série de matières. Mais c'est vrai que mes matières de prédilection, c'était la justice et la santé. J'ai très vite été tombée dans le Covid, commission santé, où on débattait des masques, des tests, des vaccins, etc. Et au moins, ça m'a permis d'avoir un vrai regard de terrain sur la manière dont les professionnels de la santé travaillent, les médecins, les infirmières, les conditions de travail dans lesquelles ils doivent évoluer. C'est très très difficile, donc ça m'a beaucoup apporté au niveau humain. Mais mon dossier de cœur, vraiment, et dès l'entame de mon mandat, ça a été l'avortement. Donc le combat pour dépénaliser totalement l'avortement et assouplir les conditions. Et forcément, ça m'a beaucoup touchée aussi parce que j'étais très vite la victime d'attaques sur les réseaux sociaux du genre vous avez du sang sur les mains, vous ne méritez pas d'être maman, toute une série de choses comme ça qui ont été très, très difficiles à vivre parce que j'étais très jeune députée, c'était un de mes premiers dossiers que je défendais.
Et puis aussi, j'étais très fort marquée par toute l'hypocrisie, tout le jeu politique qu'il y a eu autour, à savoir d'enfermer ce dossier-là pour empêcher un vote, alors qu'il y avait une majorité parlementaire qui permettait de donner une réponse aux femmes qui ne peuvent pas aujourd'hui avorter dans des conditions sûres et légales. Tout ça parce qu'elles sont enceintes de plus de 12 semaines. Donc cette hypocrisie politique m'a beaucoup dégoûtée, mais en même temps m'a beaucoup renforcée dans ma détermination à poursuivre ce combat-là, que je trouve essentiel. Et puis il y a un autre dossier aussi qui m'a beaucoup marqué, puisque c'est une des lois que j'ai pu faire voter et qui a prévu, en tout cas, qui a ancré le lien de fratrie dans le Code civil, ce qui permet de manière concrète que les frères et sœurs, lorsqu'ils sont placés, parce que leurs parents sont défaillants, violents à leur égard ou qu'ils sont défunts, eh bien, ne peuvent plus être séparés les uns des autres lorsqu'ils sont placés en institution, en famille d'accueil. Donc ça a été une grande victoire pour les droits des enfants. C'est vraiment une thématique qui m'est très chère. Et donc j'étais très fière de porter ça et de le faire aussi avec les associations. Alors je suis très heureuse de vous annoncer que la Commission justice du Parlement vient d'adopter à la quasi-unanimité une proposition de loi que je porte depuis près d'un an maintenant. Ce texte, il vise à consacrer le lien de fratrie dans le Code civil. Le lien de fratrie, c'est donc les frères et sœurs qui ont un lien biologique entre eux, mais aussi par exemple les frères et sœurs qui ont grandi ensemble au sein d'une famille d'accueil ou encore d'une famille recomposée. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Eh bien, que les frères et sœurs, lorsqu'ils sont par exemple placés dans une famille d'accueil parce qu'ils se retrouvent orphelins ou encore parce que leurs parents sont violents à leur égard, eh bien, ils auront le droit de ne pas être séparés, mais aussi d'entretenir des liens personnels entre eux. Et ça aussi, c'est sans ça que ce mandat, il est extrêmement enrichissant, en tout cas il l'était, parce que vous êtes en constante collaboration avec les associations, en tout cas c'est comme ça que je le concevais, et ça vous enrichit énormément. Et puis j'ai commencé aussi ma carrière professionnelle dans le secteur associatif, et pour moi c'était hyper important de pouvoir continuer à valoriser le travail des associations, qui est un vrai travail de terrain. Moi, je ne vois pas le travail de député comme un travail dans sa tour d'ivoire où on pense avoir des idées et on les met dans un texte de loi. Il faut veiller à vérifier à ce que ça réponde vraiment aux besoins du terrain. Oui, d'ailleurs Antoinette Spaak, c'est mon modèle en politique. Ça a été la première femme présidente de parti en Belgique et en l'occurrence de mon parti. Donc c'est une grande fierté qu'on essaye de cultiver ici chez Défi. Et par conséquent, oui, ça a été mon modèle, tout en sachant qu'elle n'a pu à l'époque être présidente de parti qu'après avoir mené sa vie familiale. En tout cas, elle est devenue présidente de parti lorsque ses enfants étaient suffisamment grands. Et donc, j'ai beaucoup de respect aussi pour des figures comme Joëlle Milquet ou Sophie Wilmès, qui ont acquis de grandes responsabilités lorsque leurs enfants étaient plus jeunes. Et donc, je sais à quel point, lorsqu'on est femme en politique, on doit être tout le temps disponible, on doit avoir tout le temps réponse à tout. On est sans cesse sollicité, encore plus aujourd'hui qu'avant, notamment sur les réseaux sociaux. Et par conséquent, concilier sa vie privée avec sa vie professionnelle et familiale, c'est encore plus compliqué. Donc j'ai beaucoup d'admiration pour ça, pour la manière dont elles ont pu mener leur combat avec détermination, avec constance, mais aussi dans un certain respect. Et ça, Antoinette Spaak était pour moi vraiment une figure qui a pu faire de la politique de manière extrêmement ferme, mais à chaque fois dans le respect, avec beaucoup de classe aussi. Et puis, elle l'a fait aussi dans un climat qui était encore plus hostile aux femmes que ça ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a atteint quasiment la parité. On est plus ou moins à 45% de femmes députées au Parlement fédéral. Donc, on est dans toute autre chose qu'un Parlement dans lequel Antoinette Spaak a dû évoluer et qui était quasi masculine. Et elle a pu malgré tout trouver sa place en restant elle-même. Oui, mais malheureusement, le patriarcat, il est systémique, il existe dans toute la société. Et donc, forcément, être une femme en politique, c'est difficile comme ça l'est dans la société.
parce qu'on est confronté à des conditions qui sont inhérentes à la condition féminine, la difficulté de concilier sa vie privée et sa vie professionnelle, le fait d'être confronté aussi à un sexisme qui s'exprime de manière totalement décomplexée, notamment sur les réseaux sociaux, mais même au sein d'un hémicycle. Moi, plusieurs fois, on m'a fait des remarques en plein débat sur ma robe, sur la couleur de cette même robe, sur le fait que j'avais pas forcément la légitimité pour m'exprimer sur un tel dossier parce que j'étais jeune, alors qu'en fait, je l'avais préparé lorsque j'étais collaboratrice parlementaire. Donc, toutes des petites réflexions comme ça qui sont assez pesantes, qui sont irrespectueuses. Et puis aussi, moi, ce qui m'a fort marqué, c'est qu'en fait, c'est une marque d'irrespect envers les femmes politiques, mais aussi et surtout envers les femmes qu'on représente. Parce que beaucoup de femmes aussi font le choix de voter pour des femmes pour se sentir représentées. Et donc, lorsqu'on manque de respect envers une femme politique, on manque de respect aussi envers les femmes qu'on représente. Et je trouve ça encore plus grave de voir des membres de la classe politique qui sont censés montrer l'exemple, qui sont censés agir contre le sexisme et contre le patriarcat, finalement alimenter ces mêmes phénomènes. Donc il y a quand même une certaine incohérence qui a lieu de combattre, et c'est pour cela que je compte aussi profiter de ma place de présidente de parti aujourd'hui pour pousser des femmes à s'engager en politique et aussi à y rester. Parce que c'est pas tout de commencer à s'y engager, il faut pouvoir tenir le coup, et pour ça il faut serrer les coudes. Déjà, réaliser la valeur qu'on a et ne jamais laisser les autres vous dire ce que vous valez. Je pense qu'on apprend tous sur le tas, quelle que soit sa formation, quel que soit son milieu social, économique ou autre, on a des choses à apporter, en particulier en politique, où on doit pouvoir répondre à toute une série de problèmes qui concernent toute une série de secteurs, et donc on a tous et toutes quelque chose à apporter. Et donc vraiment ne jamais laisser les autres vous dire ce dont vous êtes capable ou pas. Moi, mes études de droit ne m'ont pas appris à rédiger une proposition de loi, à rédiger une question parlementaire. Je l'ai appris sur le tas. On apprend aussi beaucoup au contact du terrain, comme je l'ai dit. Et donc finalement, il faut que les femmes qui ont des valeurs et qui ressentent aussi le besoin de défendre ces valeurs ne se laissent pas impressionner par certaines personnes qui élaboraient des stratégies pour vous dissuader de le faire. C'est difficile de choisir le combat féministe, mais il y en a quand même un qui transcende toute une série d'autres problématiques. Et en l'occurrence, c'est le fait de rendre les femmes autonomes, notamment d'un point de vue financier. Parce que ce qu'on remarque, c'est qu'en Belgique, l'homme le plus pauvre du pays est en fait une femme. Et que plus une femme est vulnérable d'un point de vue économique, plus elle sera vulnérable par rapport à d'autres types de violences qu'est la pauvreté. Plus vous avez des difficultés à payer vos factures, à trouver un emploi, à payer la crèche de vos enfants, plus vous risquez de vous trouver dans une situation de dépendance vis-à-vis d'un conjoint, vis-à-vis d'un homme qui pourrait vous aider, notamment d'un point de vue financier, mais qui en échange serait notamment violent à votre égard par rapport à des violences, je pense à des violences psychologiques, donc le fait de vérifier qui vous voyez, ce que vous faites, etc., ce que vous faites de vos propres dépenses, puisqu'en fait ce n'est pas vraiment votre argent, le fait aussi d'être violent de manière physique, de manière sexuelle, et ce sont souvent des violences qui vont crescendo. En fait, souvent, ce sont des pressions psychologiques, des pressions financières, et puis ça découle sur des violences physiques qui peuvent aboutir au pire. Donc, je ne dis pas que c'est la solution miracle, loin de là, mais le fait de permettre aux femmes de pouvoir gagner autant qu'un homme, de pouvoir exercer la profession qu'elles souhaitent exercer, de pouvoir étudier dans le secteur dans lequel elles souhaitent étudier, ça leur permet d'être autonomes, de faire des choix et de pouvoir peut-être se sentir plus libre vis-à-vis d'une personne qui lui veut en fait du mal. Alors il faut savoir que depuis toute petite, je ne supporte pas l'injustice.
Et j'ai très vite vu en défi, à l'époque le FDF, le parti qui défendait l'état de droit, qui défendait une justice forte, le fait que chacun puisse s'émanciper, la défense des droits des femmes, la défense des droits des minorités. Forcément, de par mon histoire personnelle, c'est quelque chose qui m'a fort marqué. Et en fait, j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant que juriste au Centre d'action laïque, au sein duquel je faisais du lobby politique. Donc je sensibilisais les différents partis sur les thématiques sur lesquelles je travaillais, à savoir l'égalité homme-femme, l'enseignement, la politique carcérale, etc. Et donc j'ai très vite remarqué qu'en fait des filles se démarquaient par rapport à ces matières-là, étaient vraiment un parti en pointe et assez moderne par rapport à l'image qu'il renvoyait, qui était fort enfermé dans cette case, dans cette case de parti communautaire, et qu'en fait, n'était pas du tout le cas. Il y a un aspect défense des minorités qui est fondamental, parce que chacun doit pouvoir être respecté, quel que soit son sexe, son orientation sexuelle ou sa langue. Je le mets sur le même pied. C'est aussi un parti qui était très ouvert sur l'immersion linguistique, par exemple. Donc, j'ai vraiment beaucoup appris sur ce parti. Et donc, je me suis dit, lorsque j'étais dans l'associatif, qu'à un moment donné, j'avais fait le tour et que j'étais aussi confrontée à des barrières, à savoir des partis qui me disaient oui, c'est très intéressant, mais voilà, on sait où on va. Là où le parti des filles était beaucoup plus à l'écoute, et je me suis dit, il y a ici l'opportunité de faire bouger les choses de manière peut-être plus efficace, ou en tout cas de manière plus directe. Et c'est ce qui a fait que j'ai décidé de devenir membre du parti. Alors c'est une grande question, puisqu'on est précisément en plein processus de modernisation. Mais DEFI, c'est démocrate fédéraliste indépendant. Donc démocrate, ça signifie que nous sommes attachés à la démocratie, à l'état de droit, qu'on refuse les populismes, les extrémismes, qu'ils soient de gauche comme de droite. Fédéraliste parce qu'on est attaché à ce lien entre les francophones, mais aussi à une Europe qui puisse être forte face à toute une série de puissances mondiales qui sont en train de faire n'importe quoi aujourd'hui, plus que jamais. Et aussi indépendant parce que nous sommes indépendants de tout lobby, qu'il soit religieux, syndical ou autre. Et donc on a une vraie liberté de penser. Et je suis très attachée par rapport à ça. Maintenant, c'est vrai que voilà, l'acronyme, je l'ai décliné ici en 40 secondes. C'est peut-être trop long pour pouvoir correctement se faire entendre, en particulier auprès d'un électorat qui n'est pas forcément habitué au code de la politique. Et donc, le but aujourd'hui, c'est pas du tout de brader nos valeurs. On est très attachés à nos valeurs de liberté, de responsabilité, de respect, d'intégrité. Mais le but aujourd'hui, c'est de pouvoir peut-être mieux communiquer dessus pour être plus audible et mieux compris. Vaste question. Donc il y a plusieurs causes à notre échec qui sont propres déjà à ce qui se passait au sein du parti, notamment des dissensions internes très fortes, voilà, éclatées dans la presse entre nos deux présidents, donc le président à ce moment-là et son prédécesseur. Ça a beaucoup terni l'image du parti. Donc on est très nombreux à être fâchés sur les responsables. Il y a aussi le fait qu'on ait participé à une coalition au gouvernement bruxellois avec Écolo, avec le Parti socialiste, qui ne sont pas les partis les plus rigoureux en matière de gestion des données publiques, notamment, et on voit aujourd'hui à quel point la région bruxelloise court à la faillite. Donc on nous a beaucoup pris pour responsables de tout ça, alors qu'en fait on avait un portefeuille ministériel qui était lié à l'emploi, à la formation, et qu'en l'occurrence, on a eu des résultats, notamment par rapport au taux d'emploi des jeunes, parce qu'on a beaucoup travaillé sur la formation des jeunes. Il y a beaucoup trop de jeunes qui sortent du secondaire sans diplôme et qui se retrouvent comme ça sur le marché de l'emploi. Donc, en l'occurrence, on avait un bilan, mais on a été pénalisé par le bilan des autres partis. Je ressens beaucoup d'ingratitude, en fait, par rapport au travail qu'on a abattu, mais ça, c'est la politique. Et aussi, on a accusé un certain échec de par le fait qu'on n'avait pas les mêmes moyens que les autres pour pouvoir communiquer. Il faut savoir qu'il y a des sommes faramineuses qui ont été dépensées sur les réseaux sociaux pour pouvoir se faire entendre, pour pouvoir diffuser des discours parfois ultra simplistes. Déjà, nous, on n'avait pas ce budget-là.
Et à côté de ça, on a surtout une trop grande honnêteté et intégrité que pour pouvoir rentrer dans des discours simplistes par rapport à des thématiques qui sont beaucoup trop complexes. Et donc tout ça a fait, je pense, qu'on a été pénalisé. Mais donc aujourd'hui, le but, c'est de pouvoir vraiment renforcer les sections, de pouvoir beaucoup mieux soutenir les membres, les candidats. On a énormément de jeunes qui sont vraiment de grande qualité et qui sont extrêmement motivés chez Défi. Donc moi, je veux vraiment veiller à ce qu'ils puissent évoluer et qu'on n'ait plus aussi un gap générationnel entre le président et les jeunes pousses pour vraiment les pousser pour que dans 4-5 ans, ils puissent être à de très belles places, mais aussi veiller à valoriser ceux qui ont plus d'expérience. Et à côté de ça, la communication. On travaille beaucoup sur la communication pour être plus audible, mais toujours sans tomber dans le populisme et le simplisme. Ça, on s'y refuse catégoriquement, quand bien même on sait que ça marche. Le but vraiment pour les prochaines élections de 2029, c'est que les électeurs comprennent que Défi aujourd'hui, c'est la seule alternative possible et crédible aux autres partis, de gauche comme de droite, qui sont aujourd'hui soit populistes, soit simplistes, soit dogmatiques. Je pense que les électeurs attendent autre chose. Les citoyens attendent d'un parti qui soit honnête, qui soit intègre, qu'il ose leur dire que certaines choses ne sont pas réalisables, par contre qu'il y a des choses qui doivent pouvoir être mises en place pour leur bien-être, pour leur quotidien, pour le bien-être de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Et donc, moi, j'ose espérer pouvoir vraiment apparaître comme l'alternative à tous ces partis qui aujourd'hui les ont déçus et qui pourtant continuent de récolter des voix, sans doute par habitude ou par peur d'autre chose. Il y a politique et politique. Les politiques qui font leur job et ceux qui font pas grand-chose. Et puis il y a les politiques au niveau fédéral, au niveau européen, qui sont plutôt bien payés. Et puis les politiques au niveau communal, qui sont plutôt mal payés par rapport à des responsabilités qui sont super importantes. Un bourgmestre, c'est celui qui assure votre sécurité tous les jours, qui est là pour intervenir, nuit comme jour, pour pouvoir intervenir s'il y a quoi que ce soit comme catastrophe qui se produit dans votre rue. Et il se trouve que c'est généralement un travail qui est plutôt mal rémunéré par rapport aux responsabilités qui sont les leurs. Donc je pense qu'il faut faire la part des choses. Il faut aussi reconnaître que le travail de politique, en tout cas si on le fait bien, c'est un investissement à 1000%. Moi je travaillais peut-être, 80-90 heures par semaine parce que je travaillais tous les jours. Du matin jusqu'à très tard le soir, on est tout le temps sollicité. C'est pas uniquement voter un texte le jeudi soir, c'est vraiment s'investir à fond dans des dossiers, rencontrer les citoyens, les associations sur le terrain, les consacrer ces soirées, ces dimanches, ces samedis, c'est tout le temps. C'est passionnant, on y met beaucoup de cœur, mais c'est quand même aussi des conséquences au niveau de sa vie privée qui, selon moi, mérite une certaine compensation. Maintenant, ça doit aller de pair avec une revalorisation de toutes les autres professions où là aussi il y a des sacrifices qui sont faits et qui ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Que ce soit des infirmiers qui cumulent les gardes de nuit, que ce soit les personnes qui remplissent les rayons de votre supermarché et qui se cassent le dos et qui ne peuvent plus travailler correctement au-delà de 45 ans et on leur demande de travailler jusqu'à 67 ans. Il faut pouvoir reconnaître ces personnes. Ça passe par des conditions de travail, mais ça passe aussi par une revalorisation du salaire. Donc, je pense que ce qui manque aujourd'hui dans notre société, c'est de se rendre compte, en fait, du travail qui est réalisé par chacun et de ne pas pointer du doigt certaines professions parce qu'il y en a qui font n'importe quoi. Et c'est le cas notamment en politique, en effet. Alors, c'est vrai que ce taux d'abstention, il est vu par beaucoup comme soit comme un ras-le-bol et un
un désintérêt pour la politique, soit vraiment une manière de manifester son dégoût et une volonté que les choses changent sans pour autant voter pour les extrêmes. Sauf que l'abstention, généralement, favorise les extrêmes. Parce que l'électorat extrémiste, lui, il est motivé pour aller voter. Il est motivé pour défendre les propositions que leur ont vendues leurs candidats, qui sont des propositions simplistes et où ils se disent, ben voilà, en fait, cette personne-là va répondre à tous mes problèmes et c'est à cause de cette méchante personne que je n'ai plus de job ou que je gagne pas suffisamment. Donc cet électorat, lui, il va voter. Et donc il faut à tout prix combattre l'abstention. Comment ? Moi, je pense que la meilleure des manières, c'est celle qui coule de source, mais qui n'est pas forcément la plus simple à mettre en pratique, c'est de veiller à ce que tous les politiques fassent correctement leur job et soient aussi honnêtes, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'arrêter de faire notamment des promesses qui sont intenables. Lorsque l'on vous dit qu'on va diminuer les impôts, que vous allez plus gagner, que tout le monde aura un emploi, que vous allez plus gagner à votre pension, que vous allez en même temps devoir travailler moins longtemps, etc., il y a un moment donné, et que tous les transports publics seront gratuits, que tout sera gratuit, il y a un moment donné, on comprend vite que c'est pas possible. Et malheureusement, il y a des gens qui tombent dans le panneau, pas forcément parce qu'ils sont ignorants ou autres, mais parce qu'ils ont envie d'y croire, et que le truc est hyper bien emballé, en fait. Et qu'on est tous humains et qu'on a tous envie d'espoir et de rêver à un avenir meilleur, tout simplement. Donc, faut à un moment donné que tous les politiques aient l'honnêteté d'arrêter ça et d'arrêter de faire des promesses, déjà, mais de dire qu'on fait de son mieux. Et déjà ça arrêtera de nourrir des désillusions et des déceptions qui se transforment de plus en plus, limite en haine. En haine envers les politiques, mais aussi envers des personnes qu'on juge comme responsables de ce qu'on n'a pas. Et donc pour cela, ça mérite vraiment ça mérite d'avoir des politiques qui soient beaucoup plus intègres et beaucoup plus honnêtes. Mais ça, c'est pas pour demain, en tout cas pas pour tout le monde, ça prendra du temps. C'est vrai que c'est quelque chose que j'entends sans cesse, que j'ai beaucoup entendu en campagne, à savoir, de toute façon, ça sert à rien de voter pour vous, puisque ça sera le programme d'un autre qui sera appliqué, puisque de toute façon, vous allez vous mettre avec un parti qui pense totalement différent de vous. On a tellement vu, par exemple, le PS et le MR s'écharper sur toute une série de sujets, et au final, ils se mettent d'accord ensemble, ils mettent des choses en place ensemble. La Vivaldi, c'était plein de partis extrêmement différents qui ont gouverné ensemble. Et en l'occurrence, ils ont mené zéro réforme. Même là aujourd'hui, l'Arizona, ils sont censés avoir une idéologie un peu plus proche les uns des autres. Là, au bout de 100 jours, il n'y a pas grand-chose qui en a découlé. Donc finalement, par rapport à ça, je pense que le job des partis qui sont membres de ces coalitions, c'est d'expliquer en quoi ils ont pu apporter leur pierre à l'édifice et en quoi il y a quand même une partie significative de leur programme qui a pu être traduite dans ces accords de gouvernement. Et moi, ce que j'explique aussi souvent aux gens qui en ont marre de ces systèmes de coalition, c'est que je suis intimement convaincue que c'est un bien meilleur système que d'avoir un gouvernement où c'est un parti à gauche qui gouverne et puis un parti à droite qui gouverne un peu à l'américaine ou à la française dans une moindre mesure aujourd'hui en France, mais où on a en fait un gouvernement très à gauche qui prend des mesures et puis 4 ans après, le gouvernement de droite qui va passer son temps à tout détricoter, à tout annuler. C'est ce que Trump est en train de faire, il est en train d'annuler tout ce que Biden a fait. C'est du grand n'importe quoi. Est-ce qu'on avance vraiment plus en ayant un gouvernement qui avance dans un sens et puis un autre qui détricote tout? Moi, je pense que c'est mieux d'avancer pas à pas. Maintenant, c'est vrai que ça peut être assez frustrant sur certaines choses, mais il faut aussi que les partis acceptent de faire de la politique, pas pour eux-mêmes, mais pour les gens. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça cale, parce que souvent, ils ont peur d'accepter certaines choses en se disant « on va être mal vu par notre électorat, il faut des trophées, il faut ceci, il faut cela ». Parfois, ils oublient l'intérêt général. Et je pense que si tous ces partis
réfléchissaient en termes d'intérêt général et pas de trophée à brandir devant leur électeur, on avancerait beaucoup plus, quand bien même on serait encore dans un système de coalition. Alors aussi, de par mon histoire personnelle, moi je suis convaincue que la diversité c'est une richesse à cultiver, mais qu'on doit malgré tout mettre des balises. Et en l'occurrence, moi je suis quand même assez choquée d'entendre de la part d'amis qui sont professeurs, ou même des choses qui sont objectivées aujourd'hui de plus en plus, qu'on ne peut plus enseigner le darwinisme, qu'on ne peut plus enseigner certains conflits, qu'on ne peut plus avoir des filles et des garçons aller ensemble au cours de gym ou à la piscine, pour toute une série de raisons, d'entendre, encore pas plus tard que tout à l'heure, une maman qui me disait, moi mon enfant il a 5 ans, il y a quelques-uns de sa classe qui sont en train de leur dire pourquoi tu crois pas en Dieu, parce que sinon tu iras en enfer, tu es obligé de croire en Dieu. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut un cadre où on explique dès le plus jeune âge ce que sont les différentes religions, ce que c'est la citoyenneté, pour qu'on puisse se comprendre, pour qu'il n'y ait plus ces préjugés et ces demandes toujours plus importantes d'avoir ça à l'école, d'avoir ça sur son milieu de travail, etc. On est pour la liberté. Je pense que exprimer, croire en un Dieu et l'exprimer, c'est hyper important, parce que je sais à quel point les religions ont un rôle sociétal et ont un rôle pour certaines personnes, notamment qui traversent des choses difficiles dans leur vie, ou qui ont même juste envie de se raccrocher à quelque chose, ou parce que c'est dans l'histoire familiale, c'est un héritage qui est transmis. Donc on est très attaché à cette liberté religieuse, mais elle n'a pas à s'immiscer dans les affaires de l'État, dans la manière dont vous rendez une décision de justice, dont vous enseignez des choses à l'école. Je pense que ces espaces-là, ils doivent être préservés. Et notamment pour préserver les personnes qui sont religieuses, d'intégrisme, qui instrumentalisent ces mêmes religions. Et donc je pense que pour ça, il faut absolument un cadre, et la laïcité l'apporte, mais une laïcité qui tienne compte des spécificités qu'on a en Belgique, donc pas forcément une laïcité à la française. Donc moi aujourd'hui j'ai envie de vous parler des prisons, puisqu'on entend beaucoup parler de surpopulation carcérale, et il faut bien se rendre compte que contrairement à ce que certains partis entendent vous dire, c'est pas forcément en enfermant tout le monde dans des prisons que forcément on va avoir une meilleure sécurité dans nos quartiers. Que du contraire, en tout cas en l'état actuel, les conditions de détention sont tellement indignes qu'en fait on voit que les prisons sont devenues des fabriques à criminels, qu'on en ressort pire, que le taux de récidive est extrêmement important. Et donc moi je milite vraiment pour des conditions de détention, pour qu'on ait vraiment des criminels qui soient en prison, et qu'à côté de ça on ait des formes alternatives à la détention, pour que vraiment les personnes qui doivent être en prison le soient, et aussi pour que lorsqu'ils sortent de prison ils puissent correctement se réinsérer dans la société. C'est l'un des grands chantiers qu'on doit abattre aujourd'hui pour améliorer notre sécurité à toutes et à tous.